Et si le fameux F-16 n'était qu'une cible de plus? Derrière l'euphorie médiatique autour de l'arrivée des avions occidentaux, une question glaçante s'impose. La suprématie technologique peut-elle vraiment changer la donne, ou n'est-ce qu'un mirage ruineux? Pour répondre à cette interrogation, il faut se rappeler que l'histoire militaire est jalonnée d'exemples où la technologie, aussi avancée soit-elle, n'a pas suffi à garantir la victoire. Prenons la ligne Maginot, symbole de l'ingéniosité française dans l'entre-deux-guerres. Des milliards de francs, des années de travaux, des fortifications à la pointe, et pourtant, en 1940, cette prouesse technique fut contournée en quelques jours par une tactique allemande audacieuse, la percée des Ardennes. La leçon? L'innovation est précieuse mais jamais invincible. Au centre de l'Ukraine, un nom clignote sur les écrans de l'OTAN, Staro-Konstantinov. Cette base aérienne, métamorphosée à la hâte et dans la plus grande discrétion, est devenue la pièce centrale d'un pari aussi audacieux que périlleux. Depuis plusieurs semaines, le balai ne s'arrête jamais. Des équipes spécialisées coulent jour et nuit un béton spécial importé à prix d'or. Objectif: offrir aux F-16 une piste conforme aux normes occidentales. Nouvelles installations, équipements dernier cri, système de microclimat, rien n'est laissé au hasard pour accueillir ces appareils hors normes. Pour mesurer l'ampleur de l'effort, imaginez le chantier de l'aéroport Charles de Gaulle, où chaque mètre carré de piste est scruté, nivelé, renforcé par des capteurs et des polymères venus d'Europe du Nord. À Staro-Constantinov, la même exigence, mais sous la menace constante des missiles et des drones, et avec une pression temporelle inimaginable. Chaque heure gagnée est une chance de plus de ne pas être pris de court par une frappe ennemie. Mais chaque avancée technique attire l'œil de Moscou. Les Russes connaissent chaque centimètre de la base. Les ingénieurs occidentaux le savent. Le compte à rebours a déjà commencé avant la prochaine salve de missiles russes. À chaque innovation, le risque s'intensifie, la riposte ne se fait jamais attendre. En 1982, lors de la guerre des Malouines, les Britanniques avaient construit une piste d'atterrissage en quelques jours sur l'archipel. Les Argentins, grâce à des satellites soviétiques, l'avaient détecté et bombardé presque immédiatement. L'histoire se répète, l'innovation attire la destruction. Bien au-delà de l'exploit technique, ce sont des milliards qui disparaissent, la vie de pilotes et d'experts irremplaçables qui se joue, et la crédibilité du soutien occidental à l'Ukraine suspendue à un fil. Pour saisir pourquoi cette bataille du béton, de la technologie et du temps fascine autant qu'elle inquiète, il faut percer les secrets de cette base et comprendre son rôle dans la guerre moderne. Tout commence bien avant les travaux, à une époque où Staro-Konstantinov n'était qu'un point oublié sur la carte. C'est ici que se noue le véritable bras de fer entre innovation et destruction. Pourquoi Staro-Konstantinov? Comment une base soviétique oubliée se retrouve-t-elle au cœur d'une guerre moderne, à la croisée de toutes les tensions? Pour saisir l'enjeu, il faut revenir à l'époque de l'Union soviétique. La base fut bâtie pour résister à l'impensable, une frappe nucléaire. Ici, chaque abri est protégé par une coque de béton armée de plus d'un mètre d'épaisseur, enfouie sous la terre. Un bastion conçu pour défier l'apocalypse. Ce type de construction n'est pas unique à Staro-Konstantinov. À travers toute l'ancienne URSS, des dizaines de bases similaires furent érigées, souvent dans le plus grand secret, pour garantir la survie de l'aviation stratégique. En Allemagne de l'Est, la base de Großdöln, aujourd'hui abandonnée, témoigne encore de cette architecture de la peur, avec ses bunkers géants et ses galeries souterraines. Aujourd'hui, ces bunkers abritent la 7e brigade d'aviation tactique ukrainienne. Héritière d'une tradition forgée dans la peur, elle doit relever un défi inédit: accueillir les F-16 occidentaux. Ces avions de chasse, bijoux de technologie, exigent une piste parfaite. La moindre fissure, le moindre gravier pourrait détruire un moteur ultra sensible. Le béton soviétique, robuste mais archaïque, ne suffit plus. Ce problème n'est pas nouveau. En Afghanistan, dans les années 80, les soviétiques ont appris à leurs dépens que la poussière pouvait clouer au sol des escadrilles entières de MiG. Aujourd'hui, les enjeux sont démultipliés, car un F-16 coûte plusieurs dizaines de millions d'euros et chaque perte est un drame stratégique. Alors s'ouvre un chantier titanesque. Des équipes œuvrent sans relâche, jour et nuit, pour transformer la piste. Des polymères venus d'Europe occidentale sont coulés, des machines dernier cri s'activent. On vise la perfection, un parquet aéronautique digne des plus grandes bases de l'OTAN. Chaque camion, chaque bétonneuse travaille sous le regard inquisiteur des satellites et des drones ennemis. Imaginez la scène, sous la lumière blafarde de projecteurs, des ouvriers casqués s'affairent, surveillés par des militaires nerveux. Chaque livraison de béton est inspectée, chaque minute est comptée.
Un retard et la fenêtre d'opportunité se referme. Un drone de reconnaissance apparaît à l'horizon et il faut dissimuler en urgence les matériaux sensibles sous des bâches ou les enterrer dans des hangars improvisés. Mais la piste n'est qu'un début. La logistique entière doit être réinventée. Le carburant des F-16, le Jet Ahan, n'existe pas sur place. Il arrive par convois entiers, surveillés comme de l'or pour remplir des cuves toutes neuves. À chaque étape, chaque outil, chaque vis doit répondre aux normes occidentales. C'est une course effrénée contre le temps et l'inertie de l'héritage soviétique. Cette problématique du carburant rappelle la guerre du Kippour en 1973, lorsque les livraisons de carburant américains étaient point vitales pour Israël. La logistique est le nerf de la guerre, et la moindre rupture peut paralyser toute la chaîne opérationnelle. Dans l'ombre, des experts étrangers, souvent sous couverture humanitaire, s'activent aussi. Leur mission, installer des systèmes de communication cryptés, sécuriser chaque échange de données et même climatiser les caponnières. Fini l'humidité et la poussière. Il faut des cocons aseptisés pour une technologie qui ne tolère ni chaleur, ni grain de sable, ni la moindre goutte d'eau. C'est une bataille contre la nature même du site. Prenons l'exemple du F-35, déployé sur des bases avancées au Moyen-Orient. Les équipes américaines ont dû importer des tentes climatisées, des systèmes de filtration et des générateurs autonomes pour éviter la surchauffe des équipements. À Staro-Constantinov, le défi est similaire, mais avec des moyens infiniment plus limités et sous la menace permanente des frappes. Le coût humain et financier est vertigineux. Des milliards investis, des spécialistes venus du monde entier, une dépendance totale à des savoir-faire étrangers. À chaque instant, la moindre faille logistique peut tout faire basculer. Une base conçue pour survivre à la guerre totale se révèle d'une fragilité insoupçonnée. À quoi bon ces efforts si, en quelques secondes, tout peut être réduit à néant? Les Russes, eux, n'ignorent rien de cette transformation. Quand la technologie affronte la guerre totale, chaque avancée se transforme en talon d'Achille potentiel. Pour protéger les précieux F-16, les Ukrainiens n'ont d'autre choix que de les acheminer en fragments. Chaque composant est soigneusement démonté, emballé et déguisé en matériel industriel banal. Les fuselages traversent la frontière polonaise, dissimulés dans des camions anonymes, escortés discrètement, se glissant entre les mailles du filet russe. Ce mode opératoire rappelle la Seconde Guerre mondiale, lorsque les Alliés transportaient, en pièces détachées, les chasseurs P-51 Mustang vers l'Afrique du Nord pour les remonter en quelques heures sur le front. Mais aujourd'hui, la surveillance par satellite, les interceptions radio et la reconnaissance algorithmique rendent l'exercice bien plus périlleux. Ces convois pourtant affrontent un adversaire que personne n'attendait, les routes ukrainiennes. Ici, pas d'autoroute impeccable comme en Europe de l'Ouest. Les secousses, la poussière, les nids de poules menacent l'intégrité des pièces ultra-sensibles. À chaque chaos, une question plane. La technologie occidentale survivra-t-elle au voyage? Un capteur déréglé ou un circuit fragilisé, et c'est toute la mission qui vacille avant même le premier vol. Face à la surveillance russe, l'armée ukrainienne perfectionne l'art de la ruse. Sur les bases, des maquettes gonflables de F-16, frappantes de réalisme, trompent parfois même les satellites alliés. Les hangars disparaissent sous des filets de camouflage, les avions ou leurs pièces changent de place chaque nuit. Mais la Russie riposte, capteurs thermiques perfectionnés, algorithmes de reconnaissance affûtés, chaque trace humaine devient une cible potentielle. Ce jeu du chat et de la souris a toujours existé. Pendant la guerre du Golfe, les Irakiens déplaçaient leurs Scud chaque nuit, tandis que les Américains perfectionnaient leurs satellites de surveillance. À chaque innovation, la riposte suit, plus rapide, plus rusée. L'alerte tombe, brutale. En quelques minutes, les missiles Kinzhal frappent. Un seul impact peut transformer des années de savoir-faire et des milliards d'investissements en décombres fumants. Les bunkers soviétiques, aussi épais soient-ils, cèdent sous la violence moderne. Il suffit d'un raté, d'une position trahie, et tout s'effondre. La logistique n'est pas qu'une question de matériel, c'est une guerre de cerveau. Chaque expert perdu affaiblit la chaîne. Moins de techniciens, moins de réparations, moins de chances de garder les F-16 opérationnels. Le sacrifice de ces spécialistes pèse lourd, car ils sont irremplaçables. Derrière chaque innovation, la réalité frappe sans pitié. En quelques heures, des milliards s'envolent, des infrastructures entières s'effacent. La stratégie occidentale chancelle face à cette violence accélérée. Jusqu'où l'ingéniosité peut-elle résister avant d'être engloutie? Face à ces pertes, une seule question demeure. Quelle stratégie de repli reste-t-il quand même l'excellence technique devient vulnérable?
Mais ce n'est pas seulement la technologie qui vacille, ce sont aussi les hommes qui la servent. Au cœur de Staro-Konstantinov, chacun doit trouver un nouvel équilibre entre audace et survie. Quand la survie dépend de l'agilité, mais à quel prix? Face à la menace constante, les stratèges occidentaux ont élaboré la manœuvre du Podskok. Les F-16 partent d'une base alliée à l'ouest, rasent le sol pour échapper au radar, se ravitaillent en un éclair sur une piste ukrainienne, puis repartent aussitôt sous le bouclier de l'OTAN. Ce balai aérien, minuté à la seconde près, teste les limites humaines et techniques, imposant une pression dévorante aux pilotes comme aux mécaniciens. Ce type de manœuvre a été employé par les soviétiques durant la guerre froide. Les fameux aérodromes de dispersion permettaient de déplacer les chasseurs en quelques heures pour les rendre moins vulnérables aux frappes nucléaires. Mais alors la menace était hypothétique. Aujourd'hui, chaque décollage peut devenir une scène de film catastrophe. À chaque étape, le danger rôde. Lors du ravitaillement ou du décollage à la hâte, l'appareil devient une proie idéale. Une fenêtre de quelques minutes suffit. Un missile ou un drone russe peut surgir, frappant sans prévenir. Ici, l'erreur n'a pas de place. Un simple retard, une panne anodine et l'incident local peut soudain basculer en crise internationale. La défense aérienne occidentale, vantée comme invincible, se heurte à l'ingéniosité russe. L'adversaire inonde les radars, dégarnit les batteries anti-aériennes par des nuées de drones, de leurres et des missiles de plus en plus sophistiqués. Les attaques feintes forcent à gaspiller des ressources rares, ouvrant la voie à un assaut réel, imparable. En Syrie, le même schéma s'est observé. Les Russes lançaient des drones bon marché pour saturer la défense israélienne, puis frappaient avec des missiles plus coûteux et plus précis. L'économie de la guerre devient un jeu d'usure où la quantité supplante parfois la qualité. Chaque nuit, les stocks de missiles occidentaux fondent. Fabriquer un seul missile demande des semaines, parfois des mois, alors qu'il suffit de quelques heures pour vider tout un arsenal. L'économie de la guerre favorise l'agresseur, capable de produire, de lancer et d'user plus vite qu'on ne peut remplacer ou défendre. Ce cercle vicieux révèle une vérité brutale. La supériorité technologique ne garantit aucune sécurité. Les milliards investis dans les avions et les systèmes de défense peuvent disparaître en quelques secondes, effaçant la crédibilité d'une alliance et coûtant la vie à des experts irremplaçables. À Staro-Konstantinov, chaque nuit devient un pari contre l'imprévisible. Jusqu'où cette escalade peut-elle aller avant que tout ne craque? La leçon la plus cruciale n'apparaît dans aucun manuel d'ingénierie. Le terrain ukrainien rappelle avec violence que la technologie, aussi brillante et dispendieuse soit-elle, n'est jamais invulnérable. Chaque F-16 flambant neuf, après des semaines de transport secret et des milliards engloutis dans la logistique, peut devenir une cible dès sa première sortie sous surveillance ennemie. Ces avions ne sont plus des armes miracles, mais des proies précieuses, contraintes à un jeu de cache-cache sans fin à peine sortis de leur cocon high-tech. Posséder des F-16 ne suffit pas. Sans infrastructures solides, discrètes et rapidement réparables, la supériorité aérienne occidentale reste un mirage onéreux. Les pistes réaménagées à la hâte, les abris bétonnés hérités de l'ère soviétique, les systèmes anti-humidité dernier cri, tout cela s'effondre face à la précision glaciale des frappes russes. La moindre faille, la plus petite panne, la bribe d'information fuite, chaque faiblesse se transforme en champ de ruines. Ce phénomène n'est pas propre à l'Ukraine. Pendant la guerre du Vietnam, les Américains ont perdu des centaines d'hélicoptères et d'avions, non pas à cause d'un manque de technologie, mais parce que le terrain, la météo et l'ingéniosité adverse rendaient impossible toute domination durable. La guerre moderne n'est plus un concours de force brute ni un défilé de gadgets sophistiqués. Désormais, elle est une course d'adaptation sans répit. Chaque innovation, chaque astuce logistique ou électronique se voit contrée en quelques jours, parfois en quelques heures. Ce qui paraissait invincible hier devient la cible du lendemain. Les adversaires observent, copient, détournent et transforment chaque progrès en nouvelle vulnérabilité. Plus de sanctuaires, plus de supériorité durable, seulement une lutte permanente pour l'équilibre. Face à cette réalité, quelles pratiques adopter pour renforcer sa résilience? Premièrement, multiplier les sites de repli et les infrastructures d'un fantôme pour disperser les risques. Deuxièmement, accélérer la formation de techniciens locaux capables de réparer, improviser et relancer les systèmes avec des moyens de fortune. Troisièmement, investir dans la mobilité et la décentralisation. Des pistes courtes, des hangars mobiles, des stocks de pièces détachées, cachés dans des fermes ou des zones forestières, comme les Allemands l'avaient fait pour leur V1 pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce conflit piétine les mythes fondateurs de la puissance technologique occidentale.
L'illusion d'une guerre propre, orchestrée par des ingénieurs et gagnée à coups de milliards, s'écroule dans la boue et les gravats. Les blindages les plus épais, les systèmes électroniques les plus avancés, tout finit par se heurter à la réalité brute. Ici, c'est l'adaptabilité, la discrétion, la capacité à subir les pertes et à recommencer qui font la différence. Voilà la véritable force tant pour l'Ukraine que pour l'Occident. Savoir pivoter, se dissimuler, accepter de perdre et repartir, telle est l'exigence de la guerre moderne. Les investissements titanesques et les infrastructures dernier cri n'apportent aucune garantie de victoire. Ce n'est pas la somme investie, mais la capacité à survivre, à réparer, à se camoufler, qui décide du sort des armes et des hommes. Pour les décideurs, la leçon est limpide, la sécurité ne s'achète plus, elle s'invente et se réinvente à chaque instant. La stratégie ne consiste plus à additionner des contrats, mais à réévaluer sans cesse ses priorités, à oser l'audace et à endosser le risque calculé. Face à cette réalité, la transformation de Staro-Constantinov devient plus qu'un projet technique. Elle incarne la remise en question des certitudes occidentales. L'enjeu n'est plus d'imposer une supériorité, mais de survivre au jour le jour dans une guerre où chaque faiblesse coûte cher. La supériorité aujourd'hui ne se mesure plus à l'épaisseur du béton, mais à la capacité de changer de forme plus vite que l'adversaire. La transformation de Staro-Constantinov révèle un constat brutal. Il n'existe plus de sanctuaire. Nulle part, aucun abri n'est invulnérable. Chaque milliard dépensé pour se protéger ne fait qu'accélérer la course à la faille suivante. Le béton le plus massif, les capteurs les plus fins, la logistique la plus précise, tout finit par être contourné. La guerre moderne, c'est la saturation, l'imprévu, l'usure. Plus que les armes, c'est la façon d'absorber l'incertitude qui fait la différence. La France, les États-Unis, l'Ukraine, la Russie, toutes ces puissances découvrent que l'argent et la technologie ne suffisent pas. L'essentiel, c'est la vitesse de réaction, la souplesse, la résilience humaine. Les infrastructures les plus dures craquent donc face au rythme, pas face au métal. S'accrocher à l'idée d'une forteresse inébranlable, même importée de Ramstein, revient à s'exposer à la déception. L'illusion du refuge parfait s'effondre. Seuls survivent ceux qui doutent, qui changent de méthode dès que l'adversaire change de tactique, qui acceptent de vivre dans l'incertitude. Ce qui se joue ici dépasse la réputation d'un allié ou le montant d'une facture. C'est la capacité de nos sociétés à voir le réel tel qu'il est, à résister à la fascination pour la technique ou la nostalgie des certitudes passées. Aujourd'hui, la puissance militaire, c'est la lucidité et l'humilité devant ce qui échappe à tout contrôle. La guerre moderne n'offre plus de raccourcis technologiques. L'efficacité, c'est la plasticité, l'adaptabilité, tout ce qui ne se voit pas. Derrière chaque bunker flambant neuf, il y a déjà la promesse d'une brèche à venir. Et si, au lieu de chercher le miracle suivant, nous apprenions à repenser notre rapport au danger, à la vulnérabilité, à la paix? Pour conclure, souvenons-nous de la maxime attribuée à Napoléon. On s'engage, puis on voit. Dans la guerre moderne, il ne s'agit plus seulement d'engager des moyens, mais de s'engager dans une réflexion permanente sur nos limites, nos faiblesses et notre capacité à rebondir. C'est là que réside la vraie force, celle qui fait la différence lorsque la technologie, le béton et même le courage ne suffisent plus. À Staro-Constantinov comme ailleurs, la victoire n'est plus une question de puissance, mais de plasticité et d'intelligence collective. La question reste ouverte, mais la réponse, elle, s'écrit chaque jour, dans l'ombre entre le béton, le feu et l'incertitude.